Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce numéro de Théma. L'influence de l'écriture au sein d'une société considérable. Un exemple aux États-Unis, en mentionnant l'impact du roman La Case de l'oncle Sam de Mme Harriet Beecher Stowe, le président américain d'alors, Abraham Lincoln, a souligné avec vigueur, mais non sans humour, alors qu'une petite femme a déclenché une guerre. Autrement dit, l'écriture peut-elle changer le monde? Pour discuter de cette problématique, nous recevons autour de cette table Jean Boniface, écrivain des Congolais de la RDC, Robert Adama Dissa, sociologue, poète, Cheikhna Kamara, professeur de philosophie et promoteur du complexe scolaire Platon, et Sami Tchak, écrivain du Togo. Monsieur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je me tourne vers vous, monsieur Bofane. Jean Bofane, vous êtes à Bamako dans le cadre de la rentrée littéraire du Mali 2016. Oui. Alors, le thème, c'est quoi? De quoi avez-vous parlé? Mais on est venu parler de changement, en fait. Est-ce que le changement peut-on revêtir le changement? Peut-on exprimer le changement? Parce que le changement est en nous. Et c'est ça on est venu discuter de cela. Mais on cherche. On discute toujours. D'accord, je l'ai mentionné en introduction. Aux États-Unis, le roman La Case de l'oncle Sam a bouleversé la donne. C'est un livre qui parle de la guerre nord-sud. Et monsieur Tchak, vous qui êtes écrivain, qu'est-ce qu'un écrit qui peut changer le monde? C'est quoi? C'est un écrit qui prend en compte les vraies problématiques de la société, ou qui éveille les consciences, ou qui traite seulement de sujets, par exemple, un roman à fleur de rose, par exemple, peut être considéré comme un livre révolutionnaire, comme un écrit qui peut changer le monde. Oui, je pense que pour qu'un livre change le monde, il y a peut-être quelques éléments qui peuvent jouer ensemble. Un contexte historique, un problème crucial, et une écriture qui prend à bras le corps ce problème. Vous avez cité La Case de l'oncle Tom. Si quelqu'un l'avait écrit aujourd'hui, ça aurait été une évocation historique. Mais au moment où il était sorti, il y avait quand même ce contexte de l'esclavage. On a eu les mêmes exemples avec des livres écrits par des auteurs sud-africains au temps de l'apartheid. En dehors de ces contextes de problèmes bien identifiés, cruciaux, il est difficile de trouver des exemples où un livre change réellement un contexte local ou le monde. C'est difficile. Oui, Cheikhna Kamara. Oui, merci de m'avoir invité et bonsoir aux téléspectateurs. En fait, je m'inscris un peu dans la logique, n'est-ce pas, de Sami Tchak. C'est-à-dire que l'écriture, en tant que telle, n'est-ce pas, est une arme. Et toute arme, n'est-ce pas, obéit à un certain nombre de situations. Par exemple, aujourd'hui, si nous faisons la guerre, ce n'est pas avec des saguets ou des épées, n'est-ce pas, c'est avec des armes beaucoup plus sophistiquées. Maintenant, il est clair que dans l'histoire de l'humanité, alors, chaque société a connu un certain nombre, n'est-ce pas, de situations. Donc, ce contexte historique-là, il a parlé du cas de l'Afrique du Sud, des États-Unis. On peut parler, n'est-ce pas, d'autres cas, d'autres exemples de par le monde. Alors, permet effectivement à l'écrivain d'épouser alors les aspirations, les convictions, les préoccupations de la société de son temps et de les exprimer de manière à pouvoir inciter à une certaine prise de conscience. Et cette prise de conscience peut, n'est-ce pas, se traduire alors par des actions, n'est-ce pas, sur le terrain, qui peuvent effectivement modifier alors la réalité ou le statu quo. D'accord. Robert Dissa, vous avez deux casquettes, sociologue et poète. Vous traitez de quoi dans vos poèmes? Est-ce que vous pensez aussi que l'écrit qui peut changer le monde, c'est un écrit qui prend en compte les considérations, les vraies problématiques de la société? Oui, très bonne question. Et moi, je m'inscris carrément dans la même logique que mes prédécesseurs. Effectivement, pour moi, l'écriture même, par essence, est faite pour changer le monde. Moi, je me pose bien la question, même finalement, si le changement même n'est pas seulement suite à l'écriture. Tellement que pour moi, il y a un grand lien entre l'écrit et le changement. Peut-être qu'on ne voit pas directement. C'est pas comme un politicien qui demande à être président et qui va poser des actions, qui va faire voter des lois.
et dont l'action est visible et directe. Mais ces politiciens, si on les prend, qui est allé à l'école, eh bien, il s'est servi de l'écrit. Ce sont ces écrits-là qui l'ont façonné, qui ont fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et donc, nous, tous qui parlons ici, nous avons des références, nous avons presque des dieux dans notre tête qui nous ont façonnés et qui font de nous des êtres que nous sommes aujourd'hui. Et nous aussi, en écrivant, nous cherchons quoi? Nous cherchons que les gens nous suivent, ou au moins que les gens comprennent ce que nous, on veut leur dire. Et si les gens comprennent et qu'ils jugent nécessaire d'adopter le même plan que nous, eh bien notre écriture, à mon avis, aura changé le monde. Oui, Monsieur Bofané, est-ce que vous êtes de la République démocratique du Congo, même si vous résidez en Belgique, oui. Est-ce que vous, dans vos écrits, vous prenez en compte quoi quand on sait que la République démocratique du Congo, excusez-moi du terme, c'est un scandale, hein, à tout point de vue, il y a la guerre, il y a la richesse. Qu'est-ce que les auteurs, les lecteurs aiment dans vos écrits? Disons, moi, je me considère comme un écrivain d'aujourd'hui, un écrivain contemporain, un écrivain même du 21e siècle. Et effectivement, en général, mon travail pour l'instant, ce sont mes traumatismes. Ce sont des traumatismes planétaires, quelque part, pas seulement les miens. Disons, moi, je suis là, je suis un des citoyens de la Terre, mais c'est pour faire ressentir un problème de ce moment-là. J'ai mes 2 derniers ouvrages, Mathématiques congolaises, dans un premier temps qui est sorti il y a 6 ans. Je traite de quoi? De manipulation politique. À l'époque, on était en pleine guerre Irak. Bon, j'ai pris la métaphore, je l'ai placée au Congo. Alors, on m'a dit, oui, c'est vrai, les Congolais sont super corrompus. Mais en fait, je pensais pas du tout au Congo en écrivant ça. Je pensais à la manipulation de l'image, des choses, des manipulations à tel point qu'on était arrivé à une guerre qui perdure jusqu'aujourd'hui. Et puis, Congo Incorporated, voilà, c'est le rôle de l'Afrique dans ce concert des nations. Parce que le titre, c'est le testament de Bismarck. Et Bismarck, il a siégé à la conférence de Berlin. Il a contribué au partage du monde. Voilà. Non, le partage du monde était déjà fait à ce moment-là. La conférence de Berlin ne servait plus on voulait s'intéresser à 2 zones. Le bassin du Niger et le bassin du Congo. Ça, il faut savoir. Donc, ce sont des endroits où les matières premières. Et voilà, c'est le rôle de ces espaces-là que je voulais dire, quelque part, quand on parle de changer le monde, c'est peut-être pour changer les inconscients. C'est-à-dire remettre que chaque Africain puisse savoir quel est son rôle dans l'histoire de ce monde. Et avec ce roman, j'essaie de démontrer que sans l'Afrique, il n'y a rien. Le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Pas rien, mais pas grand-chose. En tout cas, si on enlève les Africains de la surface de la Terre, on prend l'Afrique, on prend une grande cuillère, on enlève tout. On est un Néandertal, là. Ça, il faut le savoir. La connaissance, d'abord, les richesses immatérielles, sans compter les richesses matérielles. Ça a commencé avec les richesses immatérielles, quand même. D'accord, Robert Dissa a souligné quelque chose d'assez important. Quand on écrit, M. Tchak, c'est pour être lu. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des réseaux sociaux, est-ce que vous avez encore des lecteurs qui vous lisent finalement? Oui, c'est vrai que c'est cette question-là qu'on pose le plus souvent. Bien évidemment, pour changer une société, il faut qu'il y ait des lecteurs qui épousent vos idées, par exemple. Le problème de lecteur s'est posé avec un peu plus une notion un peu plus tragique, surtout pour nous, Africains, dans la mesure où les sociétés que nous aurions voulu le plus changer, ce sont les sociétés africaines. Or, c'est plutôt au sein de ces sociétés qu'on nous lit le moins. Moi, par exemple, mon dernier roman, disons, le plus constitué, il se passe en Guinée, au Mali et au Cameroun. Les problèmes que je soulève, qui sont ceux de notre enracinement historique à partir du Sosobala et notre fascination pour le monde actuel à partir de ce qu'on appelle les fémènes, les escrocs camerounais qui ont pu quand même se faire des grandes fortunes. Et ces questions-là, pour que ça ait un sens, il faudrait que des jeunes au Mali ou au Cameroun me lisent. J'ai pas l'impression quand je viens ici que les jeunes qui s'intéressent à moi en tant qu'écrivain aient lu quoi que ce soit ou savent que j'ai écrit un livre qui se passe au cœur de l'Empire du Mali et au cœur de l'Afrique actuelle, qui savent vraiment que la plupart des actions se passent à Bamako, à l'hôtel Mandé. Nous pouvons avoir cette conscience-là de notre rôle au sein de nos sociétés, mais il faudrait qu'on soit lu. En général, on nous lit ailleurs où on n'a pas besoin de nous. Ça, c'est quand même un paradoxe. Nous sommes lus. Quand vous dites ailleurs, par exemple, nous savons que, Jean et moi, nous savons que nous avons plus de lecteurs en Belgique et en France que nous n'en pourrions avoir au Mali ou en RDC. Or, en Belgique ou en France,
même si on prend conscience des problèmes que nous soulevons, on n'a pas nécessairement besoin de nous pour les comprendre. Et les Français qui nous lisent, ce ne sont pas eux qui vont venir changer le Mali, le Togo ou le Cameroun. Donc là où nos textes auraient pu avoir un certain, disons, écho, un certain impact, ils ne sont pas lus. Mais comment expliquer cette baisse de lecture? Pourquoi les jeunes, on ne vous lit pas? Pourquoi vous n'écrivez pas des choses assez intéressantes ou des choses qui jeûnent? C'est un marché. Hein. Oui, monsieur Bofani. Le livre, c'est un marché. Il faut pas se leurrer. Hein. On croit toujours qu'un livre, c'est un marché. C'est pas comme un tableau que je peins et que j'ai un seul exemplaire, je peux le faire tourner dans le monde et je peux le montrer aux gens. Non, c'est un marché. Donc voilà, c'est un business. Bon, déjà, donc il faut des gens qui puissent éditer des livres, qui puissent faire la promotion de ces livres, qui puissent les distribuer, ne fût-ce que distribuer les livres que nous on fait. C'est un marché. Donc, il faut quelqu'un les distribue, et si ça ne se distribue pas, il ne faut pas attendre les éditeurs là-bas pour les distribuer pour nous. Et au-delà de la distribution, il faut aussi que on soit inscrit quand même dans une tradition de lecture. Même là où on lisait beaucoup, on sait que l'intérêt pour les livres baisse relativement. Oui, là où on n'était pas inscrit dans la tradition de la lecture, les livres n'étaient connus que quand ils étaient dans les programmes scolaires. Nos livres ne sont pas dans les programmes scolaires. Donc il n'y a plus un circuit où les élèves, même sans nous avoir lu, auraient pu connaître ces livres-là, parce que nous, je me souviens, la plupart des grands classiques africains, je les ai connus sans avoir eu la chance de les lire, puisque c'est à partir des extraits que les professeurs m'en parlaient, mais ce sont des livres qui me sont restés dans la tête et que j'ai cherché à lire quand j'ai eu moi-même les moyens de les lire. Ils ne nous connaissent pas. Ouais, c'est une question qui interpelle directement M. Camara. Je rappelle que vous êtes aussi promoteur du complexe scolaire Platon. Oui, est-ce que vos élèves lisent? Est-ce qu'ils prennent en compte les livres des auteurs africains? Vous prenez ces livres-là en compte dans votre programme de formation? Très bien. Donc je vous remercie. En fait, d'abord, je remercie, n'est-ce pas, nos écrivains. Je suis entouré d'écrivains ici. Maintenant, il se trouve que, en réalité, pourquoi je suis très heureux, n'est-ce pas, d'avoir à débattre avec eux? Parce qu'une société, pour qu'elle soit vraiment une société viable, il faudra qu'elle soit en mesure d'avoir, n'est-ce pas, à produire des intellectuels capables de penser et de repenser les conditions d'existence de la société en question. Donc, nous vivons en Afrique, nous avons notre histoire, nous avons notre culture, nous avons nos valeurs, nous avons un ensemble de réalités que, n'est-ce pas, nos écrivains, nos intellectuels pensent et repensent. Et c'est ce qu'ils transcrivent, c'est ce qu'ils produisent, n'est-ce pas, à travers les livres, les écrits qu'ils font. Maintenant, il se trouve que, quelque part, n'est-ce pas, ils l'ont dit eux-mêmes, hein, c'est que les livres, la production intellectuelle assez immense, et d'ailleurs de très forte qualité, n'est-ce pas, qu'ils font, n'est pas accessible par les élèves dans les écoles et dans les universités. Pourquoi? Parce qu'il y a comme, n'est-ce pas, une sorte de déphasage entre les programmes scolaires, n'est-ce pas, c'est-à-dire que les programmes scolaires, n'est-ce pas, qui sont conçus sans tenir compte véritablement de nos réalités, sans tenir compte de nos besoins, alors n'implique pas, n'est-ce pas, dans la bibliographie, les écrits de ces auteurs-là. Maintenant, puisque c'est des programmes presque imposés, qui parlent des réalités autres, n'est-ce pas, qui ne nous permettent pas de nous regarder nous-mêmes, hein, dans le miroir, de nous mettre face à face, n'est-ce pas, face à nous-mêmes, à nos réalités, à nos problématiques, alors il est clair que, n'est-ce pas, puisque c'est les réalités des autres que nous étudions, nous avons recours aux productions intellectuelles des autres. Ce qui fait que, n'est-ce pas, nos enfants aujourd'hui dans les lycées connaissent beaucoup plus des auteurs classiques occidentaux, n'est-ce pas, Victor Hugo, Honoré de Balzac, etc., etc. Dans les meilleurs des cas, n'est-ce pas, ils ont accès à d'autres auteurs tels que, n'est-ce pas, les penseurs de la négro-renaissance américaine, n'est-ce pas, les penseurs des indépendances, hein, les penseurs de la négro-renaissance, n'est-ce pas, les William Edouard Dubois, Kunti Koulin, Sterling Brown, etc., etc., Claude Maquet, Jean Toumer, n'est-ce pas, et aussi, bien entendu, les auteurs alors des indépendances africaines, n'est-ce pas, Senghor, Césaire, n'est-ce pas, Kwame Nkrumah, voilà, les grands noms. Et après, alors qu'aujourd'hui, effectivement, n'est-ce pas, force est de constater que nous avons des plumes assez avisées, n'est-ce pas, de penseurs d'un grand niveau intellectuel et qui ont
les outils pour analyser, pour scruter, n'est-ce pas, nos réalités, pour même nous proposer des voies qui nous permettent effectivement de mieux nous connaître, de mieux nous repenser et d'avoir les outils dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Oui, monsieur. Mais moi, voilà, on est ici. Moi, je viens de loin. Samy vient de loin pour participer à la rentrée littéraire du Mali. Je crois que c'est l'occasion. Parce que quand on parle ici, même Victor Hugo, quand j'ai lu Victor Hugo quand j'étais petit, j'avais pas les ouvrages de Victor Hugo à la maison, mais j'avais ne fût-ce que des anthologies. Si les professeurs c'est regrettable que je sois étudié. Vous pouvez pas imaginer le nombre d'universités où on m'étudie. Université de Prague, Groningen, Berlin, Milan, partout. Et pas chez nous. Les professeurs, ils font quoi? Les pouvoirs publics font quoi à ce niveau-là? Nous sommes la loupe de nos sociétés. Moi, j'ai jamais rêvé d'être écrivain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le génocide du Rwanda, qui a été le premier grand crime de masse en Afrique, parce qu'on dit toujours qu'on se massacre entre nous, mais le premier crime de masse qu'il y a eu en Afrique, c'est le génocide du Rwanda. Moi, ça m'a bouleversé. Donc, ça veut dire, comme dit Samy, c'est à mon peuple que je m'adresse d'abord. Alors, qu'on soit dans les universités, qu'on soit dans les écoles, une anthologie, c'est pas compliqué. Il faut même pas voir le livre de Samicha qui se fait téléphoner à son éditeur, donnez-moi page 18 à 22, et vous allez la voir même gratuitement. Vous comprenez ce que je veux dire? Allez fabriquer des anthologies, mettez en place des presses universitaires ou des choses comme ça, c'est pas compliqué, mais qu'on soit lu. Et qu'on ne lise plus le père Goriot et tout ce qu'on... Mais non, vous comprenez ce que je veux dire? Mais monsieur Wofane, monsieur Tchak, est-ce que il n'est pas de votre rôle, vous écrivez, de faire pression sur le pouvoir public afin qu'on intègre vos écrits dans les programmes scolaires? Non, nous n'avons pas ce pouvoir-là. Mais la plume, c'est une arme qui est puissante. Mais le vrai problème, c'est que même si la plume est une arme, comme vous l'avez dit, ou comme vous l'avez dit aussi, ce n'est quand même pas une arme à effet immédiat, à effet quantifiable. C'est un peu compliqué. Parfois, l'écrivain a même eu plus d'écho parce que d'autres se sont servis de sa voix pour mener des combats, pas lui directement. Sinon, le peu que nous avons pu peut-être avoir comme rôle, c'est comment faire que nos livres publiés quand même en France, pour nous, puissent être accessibles. Et ils sont repris par certains éditeurs sur le continent africain. Moi, par exemple, un de mes titres est repris au Togo, 2 sont repris en Algérie, c'est moins cher. Mais même là, comme tu le dis, le problème du marché se pose, bien qu'il ne coûte pas cher, il ne circule pas. Robert Issa. Oui, en fait, moi, je voulais rapidement faire une synthèse par rapport à tout ce qui a été dit là. Parce que, oui, rapidement. Parce que moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais en fait, il y a eu toujours dans l'histoire un lien, mais vraiment très étroit, entre la politique et la production littéraire. Si nous prenons par exemple le Corneille, si nous prenons les autres, en fait, de tous les temps, c'est la politique qui a fait la littérature connue, entre guillemets, la littérature populaire. C'est la politique qui a toujours fait ça. Si on parle de Senghor dans nos écoles, Senghor a été président de l'Afrique. Si on parle de Césaire, Césaire a été député maire et ainsi de suite. En France, Victor Hugo, c'est le côté politique. Lamartine, c'est le côté politique. Même aujourd'hui, les écrivains français qu'on met dans le programme, c'est toujours politique. Et si ça change tout le temps, c'est que parce que là-bas, il y a une grande alternance politique qu'on n'a pas en Afrique. On a des gens, des dirigeants qui sont là 20 ans, 30 ans, et pendant ces 20 ans, 30 ans, on a toujours les mêmes écrivains au programme. Tant qu'il n'y a pas d'alternance politique, il n'y aura pas d'alternance dans le programme éducatif non plus. Maintenant, qu'est-ce que l'écrivain peut faire aujourd'hui? L'écrivain doit s'inventer lui-même. Au-delà de l'éditeur, au-delà de tout le monde, l'écrivain lui-même doit s'inventer de nouvelles techniques de vente. Par exemple, M. Camara est là, avec son complexe Platon, qui reçoit chaque année de moi-même la visite d'une vingtaine d'écrivains chaque année. Monsieur Camara, dans son école, il a visite d'une vingtaine d'écrivains chaque année. Des écrivains que moi-même je manage, que je vends, dont je vends l'image. À cela, il faut ajouter autre chose rapidement, c'est l'image aussi de l'écrivain. L'écrivain aussi doit comprendre aujourd'hui que les jeunes Africains ont besoin de revoir, de voir autrement l'écrivain. En fait, l'écrivain, c'est quoi? En fait, quand on va dans les colloques des écrivains, on a des gens en talib, comment on les appelle, avec des grands foulards, en turban, on a avec de grosses bottes,
Hein, on a avec des vestes de l'Antiquité. En fait, leur façon d'être, on dirait des malades, des fous. Non, les jeunes d'aujourd'hui ont besoin du fond et de la forme. Donc l'écrivain d'aujourd'hui mais soigne vraiment son image, quoi. Image, c'est pas glamour, hein, mais image pop, quoi, hein, image vraiment moderne, quoi. Être une star, il faut avoir une vie de star pour aujourd'hui et attirer les regards des gens. D'accord, c'est très important. Monsieur Boffané, est-ce que le fait qu'aujourd'hui les écrivains peut-être ne sont pas pris au sérieux n'est pas dû au fait, par exemple, que beaucoup deviennent des hommes politiques et finalement quand ils sont au pouvoir on perd tout d'eux, ils ne respectent même pas ce qu'ils ont eux-mêmes écrit par le passé. Je crois que le seul qu'on a respecté lorsqu'il est rentré dans la politique, c'est Václav Havel en Tchéquie. Mais sinon le reste, c'est vrai, ça nous-mêmes nous en parlons parfois entre nous. Il y a des écrivains ministres. Bon, mon frère, il était bien et puis on le voit plus, on l'entend plus. C'est vrai. Donc, c'est vrai que quand l'écrivain rejoint peut-être un camp qu'il combattait, c'est un peu difficile d'être authentique. Voilà. À un moment, il y a quand même un choix à faire. Ou bien on fait une concession, on rejoint un système et dans tous les pays du monde. On ne peut pas être à l'intérieur et critiquer. C'est-à-dire, une fois qu'on a rejoint le système, ça veut dire qu'on change de discours ou on se tait. On a même vu des gens qui se sont tués. Ferdinand Oyono, qui nous a quand même donné de très bons... Quand il est rentré en politique, il n'a plus rien écrit, alors que ça aurait été un grand éclaireur quand même de notre continent. Mais il a fait le choix à un moment. Même Hamidou Khan, quand on discute avec cet aîné, c'est ce qu'il nous a dit. Pourquoi l'aventure ambiguë n'a pas été suivie de... Il dit, bon, ben, j'étais quand même dans les organismes internationaux et puis la politique et tout. Il a fallu quand même que je quitte tout ça pour tenter de me remettre dedans. Bon, on a vu que ça n'a pas vraiment pris parce que il s'est écoulé tellement d'années que... Bon, donc ça, c'est vrai que nous avons même un problème. Quand on y est, on se tait. Quand on n'y est pas, on est marginalisé. Donc on est quand même entre deux marginalités. C'est alimentaire s'ils se mettent dans la politique. Oui, mais M. Chegna. Voilà, moi je pense qu'en réalité, n'est-ce pas, la question qu'il évoque pose la problématique même, n'est-ce pas, de l'intelligentsia africaine, de façon générale, parce que, vous savez, c'est bien de pouvoir disposer d'outils intellectuels et de pouvoir aussi concevoir, n'est-ce pas, aligner les idées de façon harmonieuse, de manière à permettre aux gens